Donc, écoutez, ce serait peut-être le moment de débuter. Tout d'abord, merci énormément tout le monde d'être présente en aussi grand nombre. Donc, on est plus d'une centaine de personnes actuellement. Et par ailleurs, le dévoilement des résultats est également restreamé en Facebook Live au moment où on se parle. Donc, je serai votre animatrice. Mon nom est Eve-Marie Lampron. Je suis agente de développement au service aux collectivités de l'UQAM et c'est un cadre dans lequel j'ai le grand privilège de coordonner des projets de recherche, formation, diffusion et transfert des connaissances qui sont menés à la demande des groupes de femmes du Québec en les croisant avec les expertises des chercheurs de l'UQAM afin de co-construire ensemble des projets porteurs, nous l'espérons, de transformation sociale. Donc, écoutez, au nom de l'équipe, on voudrait commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons virtuellement aujourd'hui, donc l'île de Montréal, connue sous le nom de Dja-Dja-Ogé, font partie de territoires ancestraux non cédés qui ont longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Mohawk, Ganyang-Geaga. Toute l'équipe de recherche partenariale tient à reconnaître d'une part les discriminations systémiques, historiques et actuelles qui affectent les membres des communautés des Premières Nations, Métis et Inuits du Canada. Et d'autre part, les membres de l'équipe continuent de respecter et de valoriser humblement les savoirs et pratiques autochtones dans leur richesse, leur pertinence, tout en réaffirmant notre solidarité face à une plus grande justice sociale décoloniale. À cet effet, aussi mentionner que Michèle Chabot du CIVET est présente pour réaliser un interprétariat LSQ dans une optique d'accessibilité. Ça a été dit tout à l'heure, mais pour toute forme de soutien technique, vous pouvez vous adresser à la dynamique équipe du CEDAF, que nous remercions par ailleurs pour leur présence avec nous. Peut-être avant de débuter, aussi rappeler que le sujet dont nous allons traiter aujourd'hui, évidemment les violences subies par les femmes, peut faire émerger différentes émotions. N'hésitez pas à nous quitter, à revenir ou pas, si jamais ça devenait trop difficile pour vous. Les questions vont être prises à la fin de la présentation et des allocutions. Je vais vous expliquer comment procéder en temps et lieu. Et évidemment, on est une équipe de recherche partenariale nombreuse et diversifiée, composée de plus de 10 personnes, avec des co-chercheurs universitaires et des groupes de femmes. Toutes ne pouvaient être présentes aujourd'hui et nous avons évidemment choisi collectivement qui prendrait la parole. Et on en profite pour remercier évidemment l'ensemble des membres de l'équipe pour leur contribution à cette vaste programmation de recherche débutée en 2016. Alors, sans plus tarder, il me fait grand plaisir de vous présenter Louise Riendeau, co-responsable des dossiers politiques au regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Louise, à toi la parole. Bonjour. Comme l'a dit Eve-Marie, l'équipe de recherche qui vous présente aujourd'hui les résultats de son travail est à la fois constituée de chercheuses issues de différentes universités, de différentes disciplines, sciences juridiques, criminologie, sciences politiques, etc., et aussi de 4 associations de groupes de défense des droits des femmes victimes de violences sexo-spécifiques. En fait, c'est pour continuer à porter de façon juste la parole de ces femmes que les associations ont sollicité des chercheuses pour essayer d'aller vérifier si au fond ce qu'on constatait sur le terrain chaque jour en accompagnant les femmes pouvait être validé par un processus rigoureux de recherche. Donc, c'est comme ça que ce partenariat-là est né. Évidemment, l'équipe de recherche croit fermement que toutes les femmes victimes de violences, toutes les survivantes doivent avoir un réel accès à la justice. Et c'est ce principe-là qui a guidé notre travail là, au fil de ces nombreuses années. Comme on l'a dit, 3 rapports sont nés des années de recherche collective qu'on a vécues ensemble. Le premier cherchait à documenter l'expérience des femmes victimes face au système pénal. Donc, on s'est intéressé à leurs témoignages. 52 femmes issues de 10 régions du Québec ont été rencontrées dans des entretiens individuels ou collectifs semi-dirigés. Toutes avaient vécu au moins une forme de violence sexo-spécifique, donc violence conjugale, violence sexuelle ou exploitation sexuelle. Certaines avaient vécu plusieurs formes de ces violences. Certaines avaient renoncé à porter plainte.
D'autres avaient tenté de porter plainte, mais leur plainte a été rejetée. Et d'autres ont cheminé à travers le système de justice, à tout le moins, au moins jusqu'à l'enquête préliminaire. Comme on souhaitait aussi cerner l'expérience de toutes les femmes, on s'est intéressé particulièrement à la réalité des femmes davantage marginalisées dans le cadre de la deuxième recherche qu'on a menée. On s'est intéressé particulièrement à la réalité des femmes issues de l'immigration, des femmes racisées, des femmes autochtones, des femmes en situation de handicap ou sourdes, des femmes issues de minorités sexuelles ou de genre. Et dans ce cas-là, on s'est appuyé sur l'expérience des intervenantes qui les accompagnent chaque jour. Donc, 60 intervenantes de 12 régions différentes ont rempli un questionnaire pour nous parler de la réalité de ces femmes-là. Et une douzaine d'entre elles ont participé aussi à un entretien collectif là-dessus. Le troisième rapport, celui qui va vous être présenté aujourd'hui, représente quant à lui la perspective des actrices et des acteurs du système judiciaire. On disait, ils sont aux premières loges, ils sont bien placés pour eux aussi nous parler de la réalité des femmes. Donc, on les a questionnés sur toute la question de l'accueil, de l'accompagnement, du cheminement des femmes dans le système judiciaire. Donc, on a pu rencontrer 37 professionnels, des intervenantes de CAVAC, des avocates, mais aussi plusieurs policiers et policières qui, dans le cadre de 4 entrevues individuelles et 9 groupes de discussion, nous ont livré leur perception de ce que vivent les femmes. Au fond, à l'issue de cette troisième phase-là, on a pu constater une grande convergence entre les points de vue qui nous ont été rapportés dans les 3 phases, tant au plan des obstacles que vivent les survivantes de violences, mais aussi au niveau des pistes de solutions. On a vu que à la fois les femmes, à la fois les intervenantes et souvent les acteurs et actrices du système judiciaire allaient vers des solutions semblables. Depuis le début de la recherche, évidemment, le contexte socio-juridique a beaucoup évolué. On voit que les réponses que le gouvernement et les institutions tentent d'apporter pour améliorer le traitement judiciaire sont vraiment en voie de changement. Il est clair que le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales, rebâtir la confiance, amène dans son sillage beaucoup de changements. Pensons effectivement à la mise en place des projets pilotes pour le tribunal spécialisé en violences sexuelles et violences conjugales qui devrait, quand tout sera en place, amener des changements importants dans l'accueil, dans l'accompagnement des victimes et des survivantes. Et pensons à de nombreux autres suivis à ce rapport-là qui vont changer, en fait, la façon dont les femmes vont cheminer dans ce système-là. Les observatrices et observateurs aguerris pourront sans doute, à l'issue de notre présentation, constater là aussi une certaine convergence entre les résultats de nos recherches et les réformes qui sont en cours. On espère vivement que les recommandations qui sont issues de ces recherches-là trouveront écho. Certaines ont déjà trouvé écho là, dans le cadre du tribunal spécialisé, mais on espère qu'il y aura un réel écho et que ça fera en sorte que les réformes en cours puissent vraiment permettre de régler les problèmes qui sont constatés. Évidemment, on appelle particulièrement le ministre de la Justice, M. Jolin Barrette, et le tout nouveau ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, à y donner suite. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Judith Vernus et Anne-Sophie Morancy, qui ont été vraiment au cœur de la troisième phase de notre recherche et qui vont vous présenter justement les résultats. Donc, Judith Vernus, titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, et Sophie-Anne Morancy, doctorante au département de sociologie de l'UQAM, autrice principale de cette étude, vont nous en présenter brièvement quelques résultats.
Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'étude que nous avons menée poursuivait trois principaux objectifs de recherche, comme l'a redit Louise, soit premièrement de recueillir les points de vue des acteurs et actrices du système pénal sur les attentes des femmes victimes de violences vis-à-vis du système judiciaire. Deuxièmement, il s'agissait de documenter les obstacles, les recommandations et les bonnes pratiques du point de vue des acteurs et actrices judiciaires œuvrant auprès des femmes victimes. Puis finalement, on voulait favoriser la concertation et la collaboration de l'ensemble des personnes travaillant auprès des femmes victimes de violences sexospécifiques. Donc, pour ce faire, trois groupes d'acteurs et d'actrices du système pénal travaillant en contact avec les victimes de violences sexo-spécifiques ont été visés. On a donc contacté des intervenantes des CAVAC, des policiers, des policières et des avocates. Alors, au total, nous avons recueilli les témoignages de 37 professionnels du système pénal. Plus spécifiquement, ce sont 11 intervenantes des CAVAC, 7 avocates et 19 policiers et policières qui ont participé à des entretiens semi-dirigés, soit lors de groupes de discussion, soit lors d'entrevues individuelles. Aussi, pour mieux comprendre les enjeux liés aux différentes réalités territoriales du Québec, on a tenté d'avoir des participants et des participantes issus de différentes localisations géographiques, lesquelles sont représentées sur le diagramme suivant. Donc, on a des personnes de Drummondville, de Montréal, mais aussi du Nunavik, par exemple. Puis enfin, nous avons procédé à une analyse thématique des propos retranscrits des participants et participantes, lesquels ont été regroupés en 5 grands thèmes qui sont projetés sur le PowerPoint. Par contre, aujourd'hui, on va seulement présenter une partie des résultats puisque le temps nous est compté, mais on vous invite à aller feuilleter le rapport complet pour avoir accès à l'ensemble des analyses et des conclusions. Donc, les 4 points que nous avons retenus pour la présentation d'aujourd'hui sont les suivants. Tout d'abord, on reviendra sur les obstacles à l'accompagnement des victimes qui sont liés au fonctionnement même du système pénal. Puis, on abordera les enjeux liés au manque de statut des victimes. Ensuite, on traitera des changements relatifs à l'organisation du travail et aux formations des acteurs et actrices judiciaires. Et finalement, on reviendra sur les doutes et questionnements plus globaux que les participants et participantes ont pu formuler vis-à-vis de la lutte contre les violences sexospécifiques. En fait, lors des groupes de discussion et des entrevues, il y a plusieurs obstacles à l'accompagnement des femmes victimes de violences sexospécifiques dans le système judiciaire qui ont été identifiés par les participants et participantes à la recherche. D'abord, il y a le fait que les différentes arènes judiciaires fonctionnent en silo qui a été identifié comme étant nuisible pour les femmes. Deuxièmement, il a été souligné que le processus judiciaire est lourd, stressant et impersonnel. À cela va s'ajouter la longueur des procédures et les reports incessants des audiences qui ont été identifiés comme un frein pour les femmes voulant mobiliser le système judiciaire. Entre autres, il y a des participants et des participantes qui nous ont fait part que les procédures s'étalaient souvent sur plusieurs mois et même des années. Quatrièmement, les participantes ont identifié comme un facteur de découragement et un obstacle le fait que les femmes devaient raconter à plusieurs reprises les épisodes de violence subis tout au long du processus judiciaire. Cinquièmement, plusieurs ont mentionné le fait que les contre-interrogatoires ne sont toujours pas assez encadrés et que cette étape est souvent redoutée par les victimes. Et finalement, c'est le manque de prise au sérieux par les policiers, des bris de conditions et l'absence de conséquences qui est considéré comme nuisant à la confiance des victimes dans le système pénal. Donc, dans un deuxième temps, les participants et participantes rencontrés lors de la recherche ont souvent fait mention d'enjeux liés au statut quasi inexistant de victimes dans le système pénal et aux obstacles qui y sont liés. Notamment, il a été souligné que le rôle de témoin, source de preuves auxquelles les victimes sont cantonnées, les place dans une position passive sans pouvoir de participation réelle. Les décisions sont alors essentiellement prises par les acteurs et actrices judiciaires et à cela s'ajoute un manque d'information et de suivi. Donc, les décisions sont prises par les acteurs et actrices judiciaires et les informations ne sont pas transmises aux victimes. Par exemple, lors d'un groupe de discussion, une avocate remarquait, je cite, « Dans le droit criminel, la victime est juste un témoin. On est encore en train de ne pas tenir compte de son besoin de prise de pouvoir sur la situation, on la met de côté. » Fin de la citation. Donc, en fait, malgré l'adoption de la Charte canadienne des droits des victimes en 2015 et l'affirmation du droit des victimes à l'information, les acteurs et actrices judiciaires que nous avons rencontrés conviennent qu'il subsiste encore un grand manque d'information et de suivi, ce qui nuit à la fois à la confiance des victimes envers le système et ses acteurs et actrices, et aussi ça nuit aux besoins de compréhension, de justice, de reprise de pouvoir et de sécurité des victimes. Selon les répondants et répondantes, il y a 2 types d'informations qui doivent impérativement être transmises aux victimes. C'est d'abord celle relative au déroulement du processus judiciaire de manière générale, donc les différentes étapes qui s'en viennent, puis les informations relatives plus précisément à l'avancée des procédures dans les dossiers personnels des victimes.
Par ailleurs, les acteurs et actrices judiciaires interrogés ont souligné l'importance de suivre davantage le rythme des victimes en les plaçant au centre de leurs interventions et aussi l'importance de développer les ressources en accompagnement psychosocial qui leur sont offertes. Donc, il en existe déjà, mais il faut vraiment développer cet aspect-là. Puis finalement, il a été mentionné que le manque de ressources financières des victimes joue aussi grandement dans la balance de l'accès à la justice. En ce sens, des participants et participantes invitent à modifier en profondeur le système d'aide juridique qui est qualifié de précaire et inefficace. Pour d'autres participants et participantes, la proposition a été faite qu'un fonds d'aide pour les victimes de violences sexospécifiques soit créé afin de soutenir financièrement les victimes qui voudraient engager des poursuites devant les tribunaux civils, comme ça existe déjà en fait selon le modèle des actions collectives en matière civile. Nous arrivons maintenant au troisième thème du rapport, soit celui lié aux acteurs et aux actrices du système pénal. En fait, il a été possible de constater que les acteurs et actrices judiciaires étaient inconstants dans le traitement des dossiers des violences sexo-spécifiques, ce qui se répercute inévitablement sur les victimes. Une personne membre des corps policiers mentionne à ce sujet, je cite, « La victime qui se présente dans un poste de police, malheureusement, elle pige dans un gros bassin, puis elle ne pige pas toujours le bon enquêteur. L'enquêteur qui enquête un dossier se pige des fois un procureur qui est malheureusement pas le bon. Puis on fait la même chose quand on arrive au niveau de la cour puis qu'on ne pige pas le bon juge. » Fin de la citation. C'est dans cette perspective-là que plusieurs participants et participantes proposent d'instaurer des processus de révision, de contrôle et de révision des décisions afin d'améliorer l'accès à la justice pour les femmes victimes de violences. Un second aspect qui a été mentionné à plusieurs reprises, c'est le manque de formation spécialisée pour les juges, les avocats et avocates, les policiers et policières intervenant dans les dossiers de femmes victimes de violences. Par exemple, il y a une avocate qui va mentionner « J'ai jamais suivi aucune formation sur les agressions sexuelles que j'ai trouvée pertinente ou bien faite ou qui allait vraiment parler des vrais enjeux. C'est tout le temps les gros clichés qui sont redits. » Fin de la citation. Dans la même veine, il y a des policiers et policières qui ont abordé les cours qu'ils ont reçus au niveau des agressions sexuelles et de l'exploitation sexuelle qui vont mentionner « C'est un cours qui est intéressant dans l'ensemble, mais moi, de mon côté, c'est pas venu me donner des munitions en exploitation sexuelle. » Tu sais, on a vraiment appris sur le tas et en faisant essai-erreur, essai-erreur. Fin de la citation. Soulignons au passage que plusieurs participants et participantes ont fait référence aux réformes entamées ces dernières années au niveau des formations, mais la plupart ont constaté qu'il reste du travail à faire. Dans la même veine, plusieurs participantes ont mentionné que les patrouilleurs et patrouilleuses n'ont accès à aucune formation spécialisée, même si ils et elles sont souvent en fait le premier contact des femmes victimes de violences, encore plus particulièrement dans le cas de violence conjugale. C'est ce qui nous amène à parler de l'importance de développer des programmes et équipes spécialisées, la collaboration et les partenariats en vue d'améliorer l'accès à la justice pour les femmes victimes de violences. En fait, selon plusieurs participants et participantes, la mise en place d'équipes, de centres ou de programmes spécialisés permet de remplir plusieurs objectifs. Ça permet de développer l'expertise des acteurs et actrices judiciaires en matière de violences sexo-spécifiques. Ça permet de favoriser la collaboration avec d'autres services ou organismes spécialisés et par voie de conséquence, ça encourage le transfert de connaissances et finalement, ça facilite le référencement des femmes victimes vers des organismes spécialisés. Il y a plusieurs suggestions qui ont été faites par les participants et participantes, notamment que les équipes d'intervention policière œuvrant en violences sexo-spécifiques soient accompagnées systématiquement d'intervenantes spécialisées. Il y a aussi des participants et participantes qui ont suggéré que les femmes victimes de violences sexo-spécifiques aient accès à un service semblable au centre intégré, regroupant au même endroit plusieurs services, notamment juridiques, psychosocial ou de santé. Du côté des avocats et avocates, le fait de pouvoir collaborer entre avocats et avocates spécialisés, par exemple en droit de la famille, de la jeunesse ou de l'immigration, ça permet d'offrir un service complet et adapté aux victimes dont le dossier, parfois complexe, n'interpelle pas un seul domaine de droit. Par contre, pour mettre en place tout ça, eh bien, ça prend des ressources. Et cet enjeu-là, en fait, semble encore plus grand dans les petits centres urbains et les régions rurales, que ce soit au niveau des ressources en personnel, matériel ou informatique. Finalement, il y a plusieurs participants et participantes qui ont mentionné qu'on devrait également mettre en place des ressources en santé mentale pour les personnes qui travaillent avec des victimes de violences sexo-spécifiques. Finalement, la cinquième et dernière partie du rapport présente les doutes et les questionnements des participants et participantes quant à la capacité du système judiciaire à répondre de manière adéquate aux besoins et aux attentes des femmes victimes, ainsi que leurs réflexions sur les changements sociaux qui pourraient permettre de mieux lutter contre ces violences. En fait, plusieurs participants et participantes ont souligné notamment les limites des catégorisations juridiques et de l'organisation des interventions qui en découlent.
Pour certains et certaines, la segmentation des catégories juridiques peut en fait nuire à la compréhension globale des violences sexospécifiques et en parallèle invisibiliser certaines manifestations de violence qui ne sont pas reconnues comme infractions criminelles ou mal prises en compte dans le système pénal, comme c'est notamment le cas pour les violences psychologiques et les mécanismes de contrôle. Plus largement, plusieurs participants et participantes ont mentionné que les réponses limitées proposées par le système pénal ne permettent pas de s'adapter de manière satisfaisante à la complexité des situations de violence sexospécifiques et de répondre aux besoins des femmes victimes. Il est alors regretté que le système judiciaire soit souvent considéré comme la seule manière de faire reconnaître les violences imposées, alors qu'il devrait plutôt être compris comme un moyen parmi d'autres pour sanctionner les personnes violentes et lutter contre les violences sexospécifiques. Par exemple, on avait une avocate lors d'un groupe de discussion qui expliquait, je cite, « C'est comme si quand tu as été victime d'agression sexuelle, ta seule option, c'est de porter plainte au criminel. Il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses pour toi, pour la société. C'est comme si tu n'avais pas vraiment été victime d'agression si tu n'as pas porté plainte au criminel. » Du côté de la mise en place des tribunaux spécialisés qu'évoquait Louise tout à l'heure, des participantes et participants des 3 groupes de professionnels interrogés émettent des réserves sur leur portée réelle. Pour plusieurs, en fait, plusieurs expliquent qu'en étant limités au domaine criminel, les tribunaux spécialisés ne vont pas permettre de mieux traiter les situations dans leur entièreté. Il a notamment été souligné que les règles de preuve et le droit applicable restent les mêmes, ce qui en limite le potentiel transformateur. Par ailleurs, plusieurs participants et participantes évoquent la nécessité de réfléchir à des moyens d'agir en amont auprès des hommes violents. Puis finalement, plusieurs personnes rappelaient que les violences sexospécifiques sont un problème social et systémique et que le traitement singulier des dossiers par le système pénal permet difficilement en fait, de prendre en compte ce contexte sociopolitique-là et le système de pouvoir patriarcal dans lequel les violences sont exercées. Autrement dit, le fonctionnement du système judiciaire et l'individualisation des violences font peser encore et toujours le fardeau de la lutte contre les violences sexospécifiques sur les femmes qui en sont victimes. Donc, la présentation d'une partie des résultats de la recherche touche à sa fin. Nous laissons maintenant la parole pour la présentation des recommandations issues des 3 phases de recherche. Mais avant, nous tenons à remercier très chaleureusement les participants et participantes à la recherche pour leur temps et leur confiance parce que cette recherche-là n'aurait pu exister sans vous. Merci également pour le soutien financier au secrétariat à la condition féminine et au ministère de la Justice, ainsi qu'aux services aux collectivités de l'UQAM et au réseau québécois en études féministes. Nous soulignons au passage la présence de Mme Mireille Péchat du secrétariat à la condition féminine aujourd'hui. Donc, la parole est à vous, Rachel et Marie-Marthe. Donc, sans plus tarder, il me fait un grand plaisir de vous présenter les directrices scientifiques de cette phase des travaux. Donc, d'une part, Rachel Chagnon, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM. Et ensuite, Marie-Marthe Cousineau, professeure à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, qui vont vous présenter les recommandations issues de l'ensemble de notre programmation de recherche amorcée depuis 2016. À vous, mesdames. Bonjour, mon nom est en effet Rachel Chagnon. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour clore cet important projet de recherche qui nous a valu 3 rapports principaux, une étude parallèle sur le 810. Et c'est en clôturant avec ce dernier rapport que nous désirons maintenant ouvrir davantage la discussion en vous faisant part des réflexions et des recommandations de notre collectif de recherche à la lumière de toutes ces phases que nous avons traversées. Nous allons maintenant donc vous présenter un peu la somme de toutes ces phases ou la somme de ce qui nous paraît pertinent et important afin d'aller de l'avant suite à ces phases-là. Nous remarquons d'emblée que, par ailleurs, beaucoup de progrès ont été réalisés depuis 2016, mais nous constatons aussi qu'il reste quand même des choses à faire. Et faisant ces constats sur le chemin encore à parcourir, nous désirons présenter ces recommandations qui, nous l'espérons, parviendront à casser les injustices suivant l'anagramme que nous avons concocté et qui encapsule finalement les principaux aspects sur lesquels nous voulons insister. Le lien vers les recommandations, d'ailleurs, est disponible sous l'onglet « Discuter » à partir de maintenant. Je vais donc céder la parole à ma collègue Marie-Marthe qui va vous présenter une partie de nos recommandations, puis je reviendrai pour présenter la suite. Je vous remercie. Donc, je veux d'abord dire que les recommandations
dont je vais vous faire part sont évidemment tirés des résultats de nos recherches, donc ils font écho et on a pu déjà les entendre là, dans la présentation de Judith et Sophie-Anne en bonne partie. L'intérêt des 3 phases, c'est de voir que les recommandations vers lesquelles on s'achemine concordent à la fois du discours des femmes, des intervenantes qui sont venues spécifier comment les recommandations pourraient s'appliquer dans le cas des femmes plus marginalisées et finalement des acteurs judiciaires, comme le disait Louise, qui font écho au discours des femmes. Donc, on est en phase et on est aussi en phase avec le rapport Rebâtir la confiance. Vous verrez que plusieurs recommandations ont déjà été commencent à être mises en place à partir du rapport Rebâtir la confiance. Nous les précisons aussi dans le rapport là, à partir, on a mis des astérix quand on était vraiment en phase avec le rapport Rebâtir la confiance. Donc, on est vraiment dans une phase d'instauration de recommandations qui visent à redonner confiance aux victimes dans le système de pénal, notamment en favorisant leur accompagnement tout au long du processus judiciaire pour les raisons dont il a été question là, dans les résultats, faisant que actuellement, les victimes ont un peu de difficulté à traverser le système de justice en étant correctement soutenues. Donc, casser, Rachel vous présentait l'anagramme. Donc, casser d'abord pour collaboration. Collaboration dans le sens de créer des partenariats, reconnaître l'expertise de l'ensemble des personnes qui interviennent auprès des victimes de violences sexo-spécifiques et valoriser ces expertises-là, faire preuve d'ouverture face à l'accompagnement des victimes dans leur démarche. Donc, il s'agit de fournir les ressources nécessaires afin de favoriser cette collaboration et la circulation d'informations entre les différents services. Je pense qu'actuellement, la mise en place des cellules de crise va exactement dans ce sens-là, puis il faudrait éventuellement pouvoir élargir cette collaboration-là à l'ensemble des instances qui sont concernées. Donc, favoriser des actions concertées entre aussi les milieux judiciaires et communautaires, améliorer les collaborations, la circulation d'informations entre les avocats qui exercent dans différents dossiers concernant une même personne, une même situation. Souvent, par exemple, dans une même situation peuvent être mis à contribution le droit de la famille, la DPJ et même maintenant, on va jusqu'à droit de l'immigration qui viennent aussi compléter l'action en matière criminelle. Donc, il faut que ces actions-là soient faites de façon concertée pour ne pas que les actions des uns défassent ce qui est fait ailleurs. Mettre en place des services adaptés aussi, et ça, c'était dans la deuxième phase, mettre en place des services adaptés aux réalités autochtones fournis par des intervenants qui sont formés et offerts dans différentes langues autochtones. Le A pour accommodement. Accommodement, assurer un environnement judiciaire sécurisant pour toutes les victimes, faire preuve d'adaptabilité et d'ouverture face aux différentes réalités qui sont vécues par les femmes victimes de violences sexo-spécifiques. Donc, mettre en place un protocole qui permettrait une rencontre avec un intervenant avant le dépôt de la plainte officielle, de la plainte criminelle. On le disait tantôt dans la présentation des résultats, les femmes connaissent peu le système judiciaire, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose dans lequel on s'embarque un peu à l'aveugle. Donc, les femmes ont besoin d'être informées sur ce qui les attend et la façon dont ça va cheminer dans le système de pénal et être rassurées sur le fait qu'elles vont être accompagnées éventuellement tout au long du processus judiciaire de façon à leur redonner confiance qu'elles font la bonne chose en s'adressant au système criminel. Adapter la prise en charge des victimes aux besoins particuliers, notamment celles en situation de handicap, les femmes qui ne parlent ni français ni anglais, aux réalités culturelles des victimes et aussi aux réalités, aux impacts que peut avoir la violence conjugale, donc tenir compte des traumatismes des victimes, le syndrome de stress post-traumatique souvent présent, les traumatismes crânio-cérébraux dont on commence à parler de plus en plus. Éviter la multiplication des témoignages, on l'a dit, offrir systématiquement une aide aux témoignages,
veiller à resserrer les délais judiciaires autant que possible, on l'a dit, et mieux encadrer les contre-interrogatoires. Donc, c'était plus spécifiquement ce qu'on voyait sous accommodement. Soutien, S pour soutien et suivi. Donc ici, assurer aux victimes un soutien et un suivi étroit, sensible et constant. Améliorer l'information qui est fournie concernant le déroulement, l'avancement du processus judiciaire. Faire en sorte que les femmes victimes, leurs droits, leurs attentes et leurs craintes soient au centre du processus judiciaire qui les implique au premier chef. Donc, instaurer des mesures de suivi et de réévaluation et encadrer davantage les décisions à la fois du DPCP et des policiers pour être certain qu'on répond aux besoins des femmes, proposer aux victimes et prendre en charge l'accompagnement par une avocate éventuellement à chaque étape où on reconnaît le droit aux victimes d'en avoir une, assurer un accompagnement systématique des victimes lors de leur témoignage et tenir les victimes informées de toute action qui les concerne. Assurer une formation continue, S pour sensibilisation et formation, on l'a beaucoup dit, il reste encore, il y a eu beaucoup de formations qui s'est fait, mais il reste encore beaucoup de formations à faire, de sensibilisation à faire sur ce que sont les violences sexo-spécifiques et comment bien accompagner les victimes dans leur démarche. Donc, former en continu et obligatoirement toutes les actrices impliquées dans le suivi socio-judiciaire des victimes, y compris les corps policiers, les avocats et les juges, impliquer les groupes qui œuvrent auprès des victimes dans le développement des formations offertes, s'assurer que les formations comprennent un volet sur le contrôle coercitif qui est de plus en plus mis de l'avant dans les recherches récentes et sur les traumatismes spécifiques vécus par les victimes qui sont aussi dévoilés dans les recherches récentes et offrir des formations sur l'intersectionnalité afin qu'on comprenne mieux les réalités et les besoins des victimes qui sont davantage marginalisées. Le E pour écoute, donc prendre le temps. Quoi? Ah, c'est à toi, ça? Oui. J'étais partie. Vas-y. C'est l'enthousiasme, tout le monde. Oui, ça, voilà. À toi, donc. Bonjour, public. Donc, oui, on s'était partagé le travail, Marie-Marthe et moi, mais je me sens pratiquement coupable maintenant de briser ce bel enthousiasme. Mais je vais quand même essayer de poursuivre sur le même ton. Donc, oui, l'écoute. On l'a beaucoup dit, ça a été beaucoup discuté dans Rebâtir la confiance, mais il faut vraiment se mettre davantage à l'écoute des victimes, avoir des équipes spécialisées et surtout leur donner des ressources adéquates pour leur permettre de remplir leur mission, avoir évidemment un système d'accompagnement de la victime qui commence au moment où elle dépose sa plainte, adopter des pratiques d'écoute active, des attitudes aidantes, s'inspirer de ce qui s'est fait dans les milieux communautaires à ce sujet-là, accorder plus d'importance au désir, au choix des victimes lors des différentes étapes du processus judiciaire, dans la mesure du possible, vraiment essayer de lui redonner sa voix et la consulter. Ça, c'est une demande répétée de consultation de la victime au moment du dépôt d'une entente et sur le plaidoyer, et en fait, la consulter avant que les décisions soient prises par rapport à ces deux éléments-là. Le R est pour référencement, c'est-à-dire référer la victime aux bonnes personnes, encourager le référencement des victimes aux ressources spécialisées communautaires, comme par exemple les maisons pour les femmes victimes de violences, les CALAC, les centres d'aide aux femmes victimes d'exploitation sexuelle, la clé pour un accompagnement psychosocial dans le système judiciaire, offrir les ressources spécifiques et adaptées aux besoins des victimes marginalisées et savoir les référer à ces ressources spécialisées-là. Et encourager des approches intersectionnelles dans les différentes pratiques. Finalement, le dernier R pour ressources. Donc, il faut plus de ressources. Et il faut des ressources en santé mentale pour les victimes, il en faut plus. Il faut les développer. Il faut développer des centres de services intégrés. On l'a dit plus tôt, c'est une recommandation importante. Il faut que ces centres-là fonctionnent avec tous les organismes spécialisés dans l'accompagnement des victimes et fassent la place qui devrait leur revenir aux organismes communautaires. Il faut développer des ressources en santé mentale pour les personnes qui travaillent auprès des victimes pour soutenir
les différentes personnes qui accompagnent les victimes. Créer un fonds d'aide pour les poursuites civiles. Donc, il faut faire un pont entre le criminel et le civil, donner aussi la possibilité aux victimes d'aller vers le civil, une possibilité réelle avec les ressources qui viennent avec. Assurer un accès à des services et à des programmes qui appliquent une perspective de responsabilisation des auteurs de violences sexo-spécifiques. Donc, il faut aussi avoir une pensée pour les auteurs de violences et un accompagnement qui permet une responsabilisation par rapport aux gestes posés. Et finalement, améliorer la prise en charge des conjoints violents en développant des processus d'encadrement et d'accréditation des programmes. Beaucoup de ressources sont présentement disponibles pour les conjoints violents. Toutes ces ressources-là ne sont malheureusement pas d'une qualité égale. Il faudrait chercher à uniformiser cette qualité pour justement aller vers une prise de conscience et une responsabilisation des personnes qui sont à l'origine des violences. Excellent. Merci beaucoup, Rachel et Marie-Marthe, d'avoir présenté les recommandations au nom de notre vaste et populeuse équipe. Donc, écoutez, pour clore la période de présentation, il me fait grand plaisir de vous présenter Jenny-Laure Sully, organisatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Merci Eve-Marie, merci Marie-Marthe et Rachel. En fait, ça me fait plaisir de prendre la parole pour conclure en fait au sujet de ces recommandations. Les recommandations sont issues d'un long processus, d'un long processus de recherche partenariale donc entre nos 4 grands groupes, donc la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, le RQ-CALAX, la Fédération des maisons d'hébergement, le regroupement pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, nos groupes, on a beaucoup apprécié le fait de travailler sur cette recherche partenariale. Je pense que ce genre de recherche permet de visibiliser des réalités qui sont souvent occultées. Donc, on a eu l'occasion de le faire et les recommandations qui sont issues de cette recherche, on croit que ça va venir alimenter la réflexion et les actions, tant au niveau de nos groupes communautaires qu'au niveau gouvernemental. Et donc, on espère que le gouvernement qui vient d'être élu va porter une attention particulière aux recommandations pour ces prises de décision. Et donc, c'est des prises de décision que le gouvernement doit prendre en étant guidé avec les échanges, en étant guidé par les échanges, des échanges continus avec les groupes qui œuvrent en matière d'exploitation sexuelle, d'agression sexuelle et de violence conjugale. Donc, lorsqu'on parle de rebâtir la confiance dans le système judiciaire, il faut que l'expertise des groupes qui œuvrent sur le terrain soient reconnus et que nos perspectives soient entendues pour effectivement faciliter l'accès des femmes à la justice. Concrètement, on a un rôle important à jouer dans le cadre, par exemple, des travaux qui sont en cours pour la mise en place du tribunal spécialisé en violences sexuelles. On croit que la poursuite des échanges entre les groupes de femmes et le gouvernement devrait permettre d'assurer une cohérence entre les différentes initiatives. Et donc, pour toutes les femmes du Québec et tout particulièrement pour celles qui sont davantage marginalisées, on veut qu'il y ait des améliorations réelles du système. Ces améliorations doivent tenir compte des particularités de ce que les femmes ont vécu. Et on doit pouvoir aussi évaluer ce qui est mis en place. Donc, l'évaluation de la qualité de ce que le système judiciaire offre aux femmes doit aller au-delà de la rencontre de leurs besoins psychosociaux. Il s'agit de parvenir à faire en sorte que l'expérience judiciaire et l'opinion qu'ont les femmes du système en lui-même soient améliorées. Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau-là. Au parcours des femmes dans ce système judiciaire qui doit être un parcours qui se fait dans la confiance et qui doit vraiment faire en sorte que les femmes sentent qu'elles sont prises en considération,
que le fait d'avoir été victimisé est pris en considération et que vraiment que l'accès à la justice n'est pas seulement un vœu pieux, mais que c'est un objectif qui est atteignable et réalisable. Voilà. Merci beaucoup, Jenny Laure, pour ta prise de parole. Donc, j'ouvrirai maintenant une période de questions et réponses. Il nous reste encore une vingtaine de minutes. Donc, j'attaquerai déjà avec une première question. Je vous demanderai d'utiliser le module Q&R que vous trouverez au bas de votre écran. Donc, une première question de Corinne Prince. Est-ce que le rapport, mais spécifiquement les recommandations, seront envoyées à divers représentants du gouvernement? Est-ce que vous avez déjà un contact avec certains d'entre eux qui démontrent un engagement à faire suite à cette étude? Donc, j'inviterai peut-être Louise à répondre à cette question. Ben, écoutez, comme Jenny Laure l'a dit, on est plusieurs à être autour de la table, de la table nationale de consultation sur la mise en place des projets pilotes sur le tribunal spécialisé. Donc, ça nous donne déjà, je pense, un accès direct là, avec des représentants du ministère de la Justice. Certains sont présents aujourd'hui. Il y a des représentants aussi de services de police qui sont là. Fait que je pense que c'est certain qu'on va souhaiter maintenir le dialogue avec ces différents décideurs et décideuses politiques. Les derniers rapports, effectivement, on les a acheminés au ministère concerné. Alors, il sera certainement de même pour celui-là et on va utiliser toutes les occasions qu'on a pour mettre de l'avant, au fond, ce que les femmes, ce que les intervenantes et ce que les acteurs du système judiciaire nous ont dit dans le cadre de ces 3 recherches-là. Merci beaucoup, Louise. Est-ce que, on sait qu'il y a des personnes des médias qui sont présentes. Est-ce que certaines d'entre vous auraient des questions à poser? On est aussi en train de recevoir des demandes d'entretien. J'en profite pour rappeler là, que l'équipe est disponible, évidemment, suite au dévoilement des résultats dans les prochains jours pour répondre à vos questions. Alors, je ne vois pas de questions. Je pourrais peut-être, par contre, en lancer une. Je m'adresserai peut-être encore une fois à Louise, à Marie-Marthe ou à Rachel, là, qui sont membres de l'équipe depuis le début. Qu'est-ce que vous diriez qui a le plus évolué depuis le début des travaux de notre équipe en 2016? Qu'est-ce qui a changé en termes de contexte et de réponse possible aux besoins des femmes victimes, selon vous? Moi, je dirais qu'il y a une prise de conscience des obstacles que vivent les femmes dans le système de justice et une volonté de tenter d'aplanir ces obstacles-là. C'est sûr que c'est un chantier sur une longue échelle. On part de loin, mais je pense que c'est surtout ça que le rapport Rebâtir la confiance a vraiment permis une réelle prise de conscience. Je vais laisser mes collègues compléter. Mais, si je peux me permettre. Oui, vas-y, puis j'irai après. Ben, écoutez, moi, je me rappelle d'une rencontre qui s'était tenue en 2014 avec des représentants du milieu universitaire et différents groupes où on faisait un constat un peu amer sur la difficulté de rendre visible le statut des femmes victimes de violences sexo-spécifiques. Puis, on se posait, et dans une espèce de moment où on vivait quand même une certaine désillusion par rapport à l'efficacité du système judiciaire, on était à se demander comment on pourrait essayer de ramener le projecteur là-dessus. Et l'idée de la recherche est un peu arrivée avec ça. Et ce qu'on constate, c'est non seulement comment cette petite idée-là, puis je me souviens, on était dans un local de la Clé quand c'est arrivé, quand on a eu cette discussion-là, et je me rappelle de ce moment-là, et regardons maintenant où nous en sommes pratiquement 10 ans plus tard, avec ces rapports, cette fabuleuse équipe, et beaucoup quand même de changements. Bon, il y a eu MeToo qui a provoqué qui a participé à la prise de conscience de la réalité des victimes. Il y a eu le rapport Rebâtir la confiance aussi. Et il y a eu ce travail-là dont je pense qu'on peut être très fier, qui a été un travail
donner la parole tout d'abord aux victimes, puis leur donner une parole dans l'espace public et ensuite de donner la parole à toutes les personnes qui accompagnent les victimes. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, ou presque jamais. Puis c'est quelque chose qu'on a apporté avec nous puis qui a participé de l'élan dans lequel on se trouve aujourd'hui. Maïma? Ça va, je pense que tu as fait le tour. Mais une des choses que je voulais dire, c'est qu'il y a des initiatives qui se mettent en place actuellement. Bon, on pense au projet pilote de tribunaux spécialisés. Il y a d'autres initiatives aussi qui rejoignent un petit peu nos préoccupations. On a les bracelets de rapprochement là, qui commencent à se mettre en place. Il y a toute la reconnaissance autour du contrôle coercitif. Là, un cri de chercheur, parce que les chercheurs ne se sont pas exprimés dans ces recherches-là, mais Jenny Laure, tu le disais, c'est important de suivre ces initiatives-là, de les documenter et d'évaluer leurs effets dans ce qu'on recherche. Donc, je fais un plaidoyer aussi pour le suivi là, en évaluation d'implantation et évaluation des impacts des mesures qui seront mises en place et qui vont continuer à se développer là, à partir de la prise de conscience que soulignait Louise dans son intervention. Merci beaucoup, mesdames. Donc, on a une question de Maïté qui nous demande bonjour, quand est-ce qu'on pourrait espérer voir les recommandations appliquées concrètement? Donc, c'est ça, il y a eu port de plainte, on devait lui revenir dans les prochains mois. Finalement, pas de nouvelles. Donc, pour la prochaine étape, en vue des dernières décisions de justice médiatisées, on comprend que c'est évidemment source de stress. Jenny Laure, je te laisserai peut-être répondre à cette question. Pour l'application des recommandations, c'est ça? Oui. C'est certain que les échanges, par exemple, dans le cadre de la mise en place des tribunaux spécialisés, lors de ces échanges-là, c'est sûr qu'on va parler des recommandations. Donc, ça va être un espace pour mettre de l'avant les recommandations. Mais si on parle d'application au niveau gouvernemental, en fait, il va falloir que eux autres nous donnent des réponses par rapport à l'application des différentes recommandations. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Merci beaucoup, Jenny. Louise, tu voudrais compléter? Oui, je pense que la question des ressources financières est essentielle. Pour faire des changements de pratique, il faut former les gens. Pour former les gens, il faut être capable de les libérer pour qu'ils puissent participer aux formations. Et on se bute souvent à des problèmes comme ceux-là. Est-ce qu'on a assez de temps? Est-ce qu'on a assez de personnel pour être capable de les libérer? Donc, si c'est des gros bateaux à faire virer de bord, et si on veut effectivement arriver au changement, il faut que la volonté et les ressources nécessaires soient là de façon à appuyer ces initiatives-là. Ça sera la seule façon pour laquelle on pourra y arriver. Et malheureusement aussi, pour certains éléments, il faut donner le temps au temps d'agir. Le temps qu'on aille former les gens, le temps, tu sais, comme beaucoup de gens ont l'impression qu'à l'heure actuelle, le tribunal spécialisé est en place. Il n'est pas en place. On est en train de structurer les choses pour mettre en place les projets pilotes. Donc, il faut malheureusement, on peut penser que des victimes qui porteraient plainte maintenant pourraient s'attendre à avoir un traitement différent, amélioré. Ce n'est pas le cas encore. Donc, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus pour ne pas créer des illusions. Merci beaucoup, Louise. Une très, très bonne question dont on pourrait peut-être se saisir collectivement. De Corinne Prince, quelle est la mesure à mettre en place qui aurait le plus d'impact selon vous? Et est-ce que cette mesure demande beaucoup d'investissement en termes de ressources financières et temporelles? Qui se lance? Sans concertation d'équipe, hein, évidemment. À savoir qu'on a proposé plusieurs mesures, mais de là à cibler la plus concrète, c'est un beau défi qui nous est On peut y aller chacune de nos préférences. Ben, c'est pourquoi pas. C'est dans nos moi, j'avoue
puis les autres m'accompagneront pas dans mes propres lubies, les centres de services intégrés là, et vraiment des tables de concertation qui permettent aux différents acteurs, actrices impliqués de se concerter entre eux et entre elles, d'avoir une réelle concertation entre les acteurs et les actrices des milieux judiciaires et les acteurs et les actrices des milieux communautaires avec des ressources spécifiques allouées à ces centres de services-là pour qu'on puisse y mettre des coordinations à temps plein puis des personnes qui peuvent assurer que les informations circulent bien. Dans tous les endroits, on a ce genre de services-là qui sont offerts, entre autres à Laval, dans d'autres secteurs. Dans tous les endroits où ces services-là sont offerts, on voit vraiment, il y a vraiment un aspect bénéfique. Et oui, ça serait un peu dispendieux à instaurer, mais il y a déjà des prédispositions des gens en faveur de ce genre de ressources-là. Et il y a déjà des endroits où ces ressources-là ont été mises en place. Donc, on ne partirait pas de zéro. Alors moi, je pense que ça, si on pouvait commencer quelque part, ça et les ressources d'aide aux victimes qui veulent faire des signalements, là, avoir des vrais services d'accompagnement des victimes à partir du moment où elles décident de faire un signalement, ça serait mes deux. Moi, je vote pour ça. Je ne sais pas si... Mais je pense qu'on peut pas faire ça si, parallèlement, on ne fait pas œuvre de formation puis de sensibilisation puis qu'on s'assure que toutes les personnes qui vont accueillir les victimes savent comment le faire correctement. Donc, il faut, c'est vraiment un ensemble qui doit être, en tout cas, moi, j'en fais un petit peu un bouquet, là, mais il faut que tout ça se fasse parallèlement. Il y a Louise qui lève la main. Vas-y, Louise. Bien, j'ai parlé de formation, alors je vais persister là-dedans, là, un peu dans le sens que le dit Marie-Marthe, formation, sensibilisation. Si une victime se présente à un intervenant, un policier, un procureur, et que le contact est empreint de préjugés, s'il n'y a pas tout le savoir-être nécessaire, on risque d'avoir une victime qui va se virer de bord et dire, écoute, moi, on ne prend pas en compte ce que je vis. Et c'est aussi important que l'ensemble des victimes, des acteurs et actrices soient formés parce qu'on aura beau avoir, par exemple, des procureurs qui vont mieux documenter la question, mais si le premier contact avec le policier ou la policière a été raté, ben ça ne se rendra pas là. Et on a vu des exemples ailleurs, par exemple, dans les pays du Royaume-Uni où on a criminalisé le contrôle coercitif. La première année, il y a eu beaucoup de plaintes. La deuxième, ça a baissé parce que les policiers et policières avaient le sentiment que les procureurs n'en tenaient pas compte. Fait que si toute la chaîne n'avance pas en même temps, c'est contre-productif et on n'atteindra pas nos objectifs. Merci beaucoup. Donc, je ne vois plus de main levée là, de la part de membres de l'équipe. Donc, on a Annie Caron du tribunal spécialisé qui nous précise là, que la coordination des services intégrés se met en place dans plusieurs régions. On a aussi un témoignage de Catherine là, qui nous alerte sur le fait que le formulaire de l'IVAC, il y a eu un changement là, au niveau de l'admission des victimes, puis peut-être qui nous témoigne d'un manque de suivi, là, donc qui nous interpelle là, collectivement là-dessus. Jenny, je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose à cet effet-là. Mais par rapport à l'IVAC, c'est sûr qu'il y a eu des changements et puis que là, la question de compléter les formulaires, souvent, ça requiert un travail ardu des intervenantes de nos groupes avec les victimes. On a eu quelques expériences de co-intervention avec les CAVAC, où les CAVAC ont vraiment bien collaboré avec, en tout cas avec la clé. Je vais parler pour la clé. Je ne sais pas si ça a été la même chose dans les autres groupes. Et donc, à ce niveau-là, encore une fois, je pense qu'il y a cette nécessité de la part du système judiciaire de reconnaître l'expertise de nos groupes parce que au niveau justement des formulaires, que ce soit de l'IVAC ou d'autres démarches que les victimes ont à faire, on est vraiment avec elles là, dans chacune de ces démarches-là, de se retrouver dans de la paperasse, comme justement avec l'IVAC,
le fait qu'il y ait cette reconnaissance-là qui commence, et je pense que ça doit se maintenir de la part du CAVAC, mais des policiers, ça doit vraiment être une reconnaissance de la place de chacun. Puis on doit pas se dédoubler non plus, on doit travailler beaucoup plus en complémentarité et à ce moment-là, c'est tout à l'avantage des victimes. Merci beaucoup, Jenny. Il y a aussi Annie Caron du tribunal spécialisé qui nous dit que les formations offertes aux acteurs actrices du système judiciaire vont bon train, que la réponse est excellente. Donc, merci pour ce commentaire. C'est effectivement une très, très bonne nouvelle. Je n'ai plus de questions pour le moment. Je vais peut-être laisser une quinzaine de secondes pour les questions de la dernière chance, sachant que notre échange se clôt de toute façon dans 2 ou 3 minutes. Je vais peut-être commencer par faire quelques remerciements. Tout d'abord, donc, je pense que vous avez agrafé, piné en excellent français, l'ensemble des membres de l'équipe partenariale au moment où on se réunit aujourd'hui, à la fin de notre vaste programmation. Donc, j'aimerais tout spécialement remercier les chercheurs donc, de l'UQAM, Geneviève Pagé et Rachel Chagnon, de l'Université de Montréal, Marie-Marthe Cousineau, qui est évidemment avec nous aujourd'hui, de la part des groupes, donc Gabriel Comtois du RQ-CALAX avec Justine Chénier pour le soutien à l'organisation du lancement, c'est extrêmement apprécié. Pour la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, Mylène Bigaouet, donc la FEDE qui était le groupe porteur au niveau administratif de cette phase de nos travaux. Donc, merci énormément. Louise Riendeau du regroupement ici parmi nous et bien sûr Jenny-Laure Sully de la Clé, sans oublier notre dynamique équipe étudiante, donc Judith Vernus, Sofiane Morancy, Carole Boulepsol qui ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, Sarah Thibault qui est avec nous, et Michel Frenette, donc l'autrice principale de la première phase de nos travaux. Pendant que j'ai fait quelques remerciements, nous avons reçu d'autres questions. C'est une excellente nouvelle, donc je vais on va tenter d'y répondre. Alors, il y a aussi des questions de type commentaire, toujours très appréciées. Joël Laparé, Police de Terrebonne, aussi comme Vent d'espoir, il y a des ressources spécialisées en violence conjugale dans chaque corps policier du Québec, ainsi qu'en implantation dans les corps policiers autochtones. Donc, encore une fois, une excellente nouvelle. Merci beaucoup, Madame Laparé. Maître Catherine Ailot de Rebâtir nous dit pour avoir débuté les formations, elles sont vraiment excellentes et de très, très grande qualité. Et Elisabeth Pinard qui nous dit, serait-il possible d'avoir le lien du rapport? Un grand merci. Et Élodie Morton qui a joué un rôle fondamental dans notre phase 3 et que j'allais justement remercier avant de voir défiler la série de questions, lui répond en envoyant le lien. Donc, merci beaucoup Élodie, utile et dévouée à l'équipe jusqu'à la fin. Donc, écoutez, s'il n'y a plus de questions, j'ai oublié de remercier aussi Elisabeth Vien de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes pour la co-organisation du webinaire. J'espère ne pas avoir oublié personne. Peut-être également Mme Michèle Chabot du CIVET avec qui on a toujours un très, très grand plaisir à collaborer. Et bien évidemment, cette recherche-là n'existerait pas sans les groupes qui luttent au quotidien pour soutenir les victimes et qui interpellent les milieux de la recherche sur des enjeux qu'ils voient poindre au quotidien là, dans leur milieu d'intervention. Il n'existerait pas sans chercheurs qui souhaitent mener des recherches partenariales pour trouver ensemble, en collaboration avec le terrain, des solutions constructives. Donc, évidemment, le lien vers l'ensemble des documents qui vous ont été présentés aujourd'hui ont été copiés-collés dans le chat. Si jamais il y a des demandes médias, vous pouvez vous adresser à moi, au regroupement, à la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, à la Clé, évidemment, puis à la Fédération. Écoutez, on en profite encore une fois pour vous remercier non seulement pour votre participation,
chers panélistes, chères personnes participantes, mais aussi pour remercier les participants et participantes à la recherche, à toutes nos phases, en fait, de recherche, qu'il s'agisse des femmes victimes, qu'il s'agisse des intervenantes auprès de femmes davantage marginalisées ou qu'il s'agisse des acteurs, actrices judiciaires dans le cadre des travaux qui nous occupent aujourd'hui. Donc, évidemment, sans vous, ces recherches et cette programmation n'existeraient pas non plus. Donc, pour continuer de se tenir au courant, on aime les pages Facebook des différents partenaires, donc du RQ-CALAX, de la Fédération des maisons d'hébergement, la Fédération des maisons pour femmes, du regroupement et bien sûr de la Clé. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dynamique Équipe? Permets-toi, je t'en supplie. Je vois parmi les participants de nombreuses personnes qui ont participé à nos groupes de discussion. Puis je pense qu'on pourrait profiter de leur présence pour leur signaler à quel point elles sont essentielles, que les projets de recherche qu'on a menés n'existeraient pas sans elles et eux. Et nous les remercions du fond du cœur et nous espérons sincèrement que les résultats qu'on leur a présentés représentent les propos qu'ils ont tenus et qu'ils ont eu le sentiment de se reconnaître dans ce que nous leur avons présenté comme synthèse. Et vraiment, il faut souligner vraiment la générosité de ces personnes qui prennent du temps sur leur temps personnel pour nous parler souvent avec beaucoup de passion de ces réalités-là. Et je tiens à souligner vraiment la collaboration extrêmement importante que nous avons eue avec les différents corps policiers, avec les CAVAC, avec des avocates indépendantes qui ont accepté de venir nous offrir leur point de vue. C'était désintéressé, généreux et extrêmement apprécié. Excellent. Écoutez, les appréciations continuent d'affluer dans le chat. Donc, écoutez, merci à vous. On se tient au courant. On consulte évidemment la recherche. On n'hésite pas à poser ces questions. Et écoutez, bonne chance pour la suite des choses et on garde l'œil ouvert, tout le monde. Donc, merci pour votre participation. Ce n'est qu'un au revoir. Au revoir. Et merci aussi, DAF, pour le splendide soutien technique offert à ce dévoilement de résultats.